Bonsoir à tous, je suis contente de vous retrouver en direct sur 20 minutes TV. On est parti pour 20 minutes d'information dans le Brief Info. Allez, voici les titres. Les Champs-Élysées se refont une beauté. Oui, bientôt, vous pourrez voir la plus belle avenue du monde dans sa plus belle robe. Mais pour le moment, ce n'est qu'au stade de projet et cela divise. On en parle dans quelques instants. La star de la capitale, la Tour Eiffel, elle aussi se restaure quelque part dans votre porte-monnaie puisqu'elle devient plus chère. 6 € de plus pour pouvoir monter dans la Dame de Fer. On en parle là encore dans quelques instants. On verra comment lutter contre les nuisances sonores grâce à l'AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France. Et oui, ils se sont posé la question du comment agir. Dans quelques instants, vous aurez la réponse. Et puis en fin de journal, on ira à l'occasion du Jeux Olympiques 2024 tester pour vous quelques disciplines. Aujourd'hui, on a testé de monter sur le ring pour vous, pour la boxe. C'est parti, c'est le Brief Info. Dans 2 jours, ce sera la journée mondiale contre la sclérose en plaques, une maladie dont on parle peu et qui pourtant touche 120 000 personnes en France, dont 700 enfants. Sur 20 minutes TV, nous avons choisi de mettre en lumière la maladie pour sensibiliser à travers Karina, une jeune francilienne qui vous raconte son quotidien et son combat contre la maladie. Écoutez. 10 ans, en CM2, Karina a la chance de découvrir le Sénégal avec sa classe. Dès lors, elle décide que dans la vie, elle deviendra aventurière. Elle se lance donc dans le journalisme touristique. Mais au beau milieu de sa carrière, après avoir visité 65 pays, la maladie la rattrape et elle découvre qu'elle est atteinte de la sclérose en plaques. C'était en 2016 que j'ai appris le truc. Ouais. Au fur et à mesure, la maladie s'est invitée dans ma vie. J'ai commencé à marcher comme une personne qui avait bu et je ne comprenais pas. Mais je me tenais au mur dans la rue, je marchais pas droit. Et finalement, on m'a envoyée aux urgences et c'est là que, grâce à un IRM et un scanner, on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques au bout de 5 ans d'errance médicale. Donc aujourd'hui, je me retrouve en tricycle électrique et j'aimerais continuer à avoir la joie de rencontrer chacun. Je me suis dit que j'allais me réinventer et donc maintenant je reprends des études pour apprendre la radio. Mais ce n'est pas tout. Karina, qui plaide également pour une société plus inclusive, voudrait pouvoir participer à tous ses jeux télévisés préférés, mais elle se demande si elle pourra toucher le buzzer. Il y a un buzzer, magnifique buzzer, mais très très haut. Donc je pense que je peux avoir la réponse à certaines questions, mais si j'arrive pas à appuyer sur le buzzer, je fais comment ? Et aujourd'hui, comme chaque 28 mai, on commémore la journée internationale liée à l'hygiène menstruelle. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance lutte contre la précarité menstruelle dont trop de jeunes femmes souffrent encore. L'occasion de parler d'un sujet encore tabou, notamment sur la thématique du sport. Florence Lépine de l'association Règles élémentaires fait un tour des combats à mener. On l'écoute. Alors, dans les chiffres clés sur l'enquête qui a été menée auprès des jeunes joueuses, il y a une joueuse sur 3 qui va être stressée quand elle a un entraînement ou un match pendant ses règles. C'est près de 40% des joueuses qui ont déjà manqué un entraînement à cause de leurs règles également. Il peut y avoir aussi une joueuse sur 3 qui a déjà ressenti de l'appréhension au moment de ses premières règles parce qu'elle ne savait pas forcément ce que c'était, elle n'était pas forcément préparée. Et un dernier chiffre peut-être aussi, ça peut être près de la moitié qui se sentent ralentis dans leur progression sportive. On se rend compte encore aujourd'hui, en fait, ça peut ralentir la progression sportive et ça peut aussi notamment être un frein à la pratique sportive. Alors le foot, c'était aussi, déjà c'est quand même le premier sport encore aujourd'hui en France, mais qui avait aussi un vrai enjeu de féminiser aussi ce sport-là et de vraiment aussi prendre en considération le sujet, puisqu'on le voit justement, ne serait-ce que dans les tenues aussi des sportives et notamment des footballeuses, que c'est un vrai sujet. À Paris, les Champs-Élysées se feront bientôt une nouvelle beauté et cette mue suscite l'enthousiasme des riverains et la colère des automobilistes. Parmi les principales mesures proposées hier par le comité Champs-Élysées pour réenchanter l'avenue ont été évoquées au programme l'élargissement des espaces piétons et des cyclistes ainsi que la réduction des voies automobiles. Mais cette proposition n'est qu'à son stade de projet et à peine émise, elle vise déjà et divise les usagers. Reportage de Thomas Michobielic.
Les Champs-Élysées vont être transformés dans les prochaines années. C'est en tout cas l'ambition affichée de l'étude menée par le comité des Champs-Élysées. Il aura fallu attendre 5 ans pour voir naître ces 1800 pages qui détaillent 150 propositions pour réenchanter la plus belle avenue du monde. Parmi ces propositions, réduire de 6 à 4 les voies de circulation des voitures sur la totalité de l'avenue, implanter 8 salons végétaux tous les 200 mètres de chaque côté de l'avenue, ou encore imaginer un festival du quartier des Champs-Élysées. L'un des enjeux de cette étude, donner l'envie aux Parisiens de se réapproprier cette avenue. Ça fait à peu près une cinquantaine d'années qu'il y a eu un glissement progressif. D'ailleurs, ce n'est pas un phénomène unique. Partout dans le monde, on voit ces grandes artères qui avaient une image à dominante de marque, évidemment, être parfois un peu boudées par les locaux au profit des touristes. C'est le cas de la 5e avenue à New York, mais Unter den Linden à Berlin, je pourrais vous citer plein d'exemples. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas subir, entre guillemets, une pression du surtourisme. On veut que chacun s'y sente bien, et c'est pas y venir tous les jours évidemment, mais que chacun ait une occasion d'y venir pour visiter un musée, pour voir une pièce de théâtre, pour simplement s'y promener, pour faire découvrir à sa famille, à ses amis. Un chantier estimé à près de 250 millions d'euros. Ce que j'en attends, c'est que dans un délai raisonnable, la maire s'en empare, qu'on fasse un concours de maîtrise d'œuvre, que la maîtrise d'œuvre se mette au travail et que dans les 10 années qui viennent, puisque c'est un chantier de 10 ans, il faut quand même le reconnaître, de 5 à 10 ans, on ait les améliorations numériques, écologiques, technologiques, économiques, urbanistiques que l'on souhaite des Champs-Élysées, qu'elles aboutissent à des Champs-Élysées du 21e siècle. Pour le moment, ils sont quand même une large part au 19e siècle. Il y a 2 siècles à franchir en 10 ans. On devrait y arriver quand même. Les Champs-Élysées se refont une beauté. La star de la capitale, elle, devient plus chère. Et oui, pour réduire l'importance de la dette de la Tour Eiffel, le Conseil de Paris a voté une hausse de 20% du prix du billet d'entrée et à une recapitalisation. Le portefeuille des touristes sera de nouveau mis à contribution dès le 17 juin prochain. Le prix du billet pour monter dans la Tour Eiffel va augmenter donc de 6 €. Le billet adulte coûtera désormais 35,30 € contre 29,40 € actuellement. On vous a demandé votre avis. Je dirais oui si c'est pour sauver un peu le patrimoine et tout ça, mais ça fait cher quand même. Si c'était 2 € encore, mais ouais, c'est trop, je trouve. Après, oui, effectivement, pour sauver le patrimoine, comme vous dites. Après, voilà, quand c'est des gens qui sont pas d'ici, qui viennent découvrir, oui, là, je le ferai. Moi, je la vois tous les jours, la Tour Eiffel, si je veux. Vous êtes... Non. C'est trop cher ou pas? Beaucoup trop cher. Même 20 € c'est trop cher. Pour ça, c'est accepter à chaque fois les augmentations. Et c'est quelque part montrer qu'on dit oui à tout et qu'on le fait quand même. Non, ça dépend. Pour moi, c'est pas trop cher. Ah ouais, ça commence à devenir cher. Bah ouais. Oui. Non, moi, comme je suis jamais monté. Mais ça vous paraît pas cher, 35 €? Non, 35 €, moi je trouve que ça va pour monter. Le bureau de poste d'Alfortville, de Brie-sur-Marne, de Champigny-sur-Marne et d'Arcueil ont décidé de changer d'horaire et parfois de réduire les heures d'ouverture. Des changements qui provoquent une colère du maire de la ville d'Arcueil qui voit en cela un recul du service public. Écoutez la réaction de Christian Métairie. Après les vacances, le bureau de poste qui fonctionnait en gros de toute la journée, je ne vais pas rentrer dans les détails, sera fermé tous les midis entre 12 et 14 heures. Et donc, en tant que la Poste est pour moi un service public qui est en particulier en direction de celles et ceux qui ont des fois plus de mal à utiliser les outils numériques. Pas complètement facile de, par exemple, faire une lettre commandée via un service en ligne. Donc, un certain nombre de gens ne savent pas faire ou ont du mal ou ne veulent pas. Et puis, Arcueil est une ville où il y a beaucoup de personnes qui viennent travailler sur la ville, et ces personnes qui viennent travailler sur la ville, c'est souvent, s'ils ont besoin d'aller faire une opération dans un bureau de poste, ils doivent le faire sur leur lieu de travail, parce que quand ils rentrent le soir chez eux, c'est souvent trop tard. Et donc, entre midi et 2, c'était parfait pour ces salariés qui travaillaient dans notre ville, et donc maintenant, ils ne pourront plus y aller. Il faudrait qu'ils posent une demi-journée, qu'ils prennent des heures. Enfin, voilà, donc ça ne me paraît pas un progrès, ça ne me paraît pas une bonne image d'un service public qui devrait être celui de la Poste.
Dans les Yvelines, le bras de fer continue entre le TER Normandie et les usagers yvelinois. Les arrêts du train à Mantes-la-Jolie sont problématiques alors que le RER E est annoncé à Mantes pour la fin 2026. Les élus normands réclament que leur train ne marque plus l'arrêt dans le département afin d'avoir des directs entre Vernon, Évreux et Paris. Leurs homologues franciliens, eux, s'y opposent formellement. À Paris, le projet des Ramblas est stoppé. La justice a ordonné l'arrêt des travaux pour la promenade plantée de la mairie. Les riverains et riveraines des 4 squares des boulevards Jules Ferry et Richard Lenoir à Paris avaient attaqué en justice ce projet de promenade plantée entre Bastille et Stalingrad. Ils ont obtenu gain de cause en dénonçant un projet qui susciterait, oui, entre autres, des nuisances sonores. Et justement, lors de l'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France, se sont demandé comment lutter contre les nuisances sonores en Île-de-France. L'Observatoire du bruit, Bruit-Parif, mesure le niveau du bruit dans notre région et appelle à un contrôle du niveau sonore. Un radar sonore a été déployé dans plusieurs communes. Alors la directrice de Bruit-Parif espère que cette expérimentation sera homologuée en 2025. Écoutez. Alors, le radar à bruit, c'est ça. On travaille sur un radar à visée de contrôle-sanction des véhicules. Donc là, l'idée, c'est comme pour les radars de vitesse, c'est de pouvoir dresser une amende, envoyer un PV au véhicule qui dépasse un certain niveau de bruit. Ce niveau de bruit devrait être autour de 85 décibels. Sa plaque d'immatriculation est d'être photographiée et de recevoir du coup un PV. Alors il n'est pas encore en fonction, en mode sanction, parce qu'il faut que l'appareil soit homologué sur le plan de la métrologie légale. Donc on est en train d'y travailler et on espère qu'en 2025, il pourra être vraiment déployé là pour le contrôle sanction. Mais en attendant, on a fait déjà des premiers tests dans Paris, sur des villes d'Île-de-France, au niveau de la métropole, à Villeneuve-le-Roi, sur la communauté de communes de la Haute-Vallée de Chevreuse. On travaille aussi avec des radars sonores qu'on appelle pédagogiques, parce que là, ils permettent de commencer à sensibiliser les conducteurs au fait que le bruit c'est important et ça serait bien d'adopter un comportement un peu moins bruyant. On a 78% des Franciliens qui se sont préoccupés par le bruit. Et voilà, c'est un véritable enjeu en fait, de santé environnementale. Et pour finir, je vous le disais, à l'occasion des Jeux Olympiques 2024, on a choisi de tester pour vous plusieurs disciplines. Alors aujourd'hui, Olivier est monté sur le ring rien que pour vous. On le suit. Alors aujourd'hui, je vais tester un sport olympique. Il s'agit de la boxe. J'ai rendez-vous à la Villa M dans le 15e avec mon coach Mickaël. Suivez-moi. Salut Mickaël. Salut. Ça va? Ça va et toi? Merci. J'entre sur le ring. Bon, c'est parti. T'as 2 minutes pour m'apprendre à boxer. Bien sûr, avec grand plaisir. T'es un professionnel en combattant de MMA, toi? Ouais, tout à fait, oui. Je suis combattant professionnel de MMA et ici à la Villa M, je suis coach de boxe anglaise et coach de préparation physique. On commence à quel âge dans l'idéal, la boxe? Dans l'idéal, le plus tôt possible, après vers 6-7 ans, oui, c'est bien. Et qu'est-ce que ça apporte dans la vie quotidienne? Parce que c'est bien, j'imagine qu'on ne va pas tout de suite venir sur un ring. Non, ça apporte des bienfaits au quotidien. Ah oui, tout à fait. Donc ça va t'apporter beaucoup plus de confiance en toi. Et je pense aussi que ça peut t'aider dans la vie de tous les jours à régler des situations problématiques, que ce soit au travail ou dans ta vie de tous les jours. Hein. Tu vas en boxe, par exemple, dès que ça commence à être un peu, comment je pourrais dire, un peu chaud, entre guillemets, dans la confrontation. Hein. On parle d'un sparring, là, donc d'un combat, d'entraînement. Et bien, on va t'expliquer qu'il faut arriver à sortir de cette zone de combat pour voir les choses d'un peu plus loin, pour pouvoir réfléchir, récupérer aussi, respirer. Et après, on y retourne une fois qu'on s'est requinqué, entre guillemets, et qu'on a pu réfléchir. Donc ça développe la réactivité. Totalement. Et en plus, c'est un bienfait, parce qu'on fait de l'échauffement, du renforcement musculaire aussi, avant chaque cours. Ouais, tout à fait. Alors moi, comment j'organise mes cours, c'est comme ça. On démarre avec une mobilité pour réveiller le corps. Ensuite, on va partir sur une petite préparation physique. Allez, retrouvez l'intégralité de ces tests sportifs sur notre site internet 20minutes.tv. C'est tout de suite le Zoom Actu 20 minutes. Qui arrive sur les bancs de l'Assemblée nationale. Hier, les députés ont commencé à débattre du projet de loi sur la fin de vie, avec cette idée de légaliser une aide à mourir pour les personnes atteintes d'une affection grave et incurable, engageant leur pronostic vital à court ou à moyen terme et qui présentent une souffrance physique ou psychologique insupportable. Mais à quel point les Français sont-ils prêts à s'interroger sur leur propre mort, sur leur propre fin de vie finalement? Alors Cécile Dessès, journaliste chez 20 minutes, vous vous êtes intéressée à la question.
Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, et la réponse est loin d'être évidente, hein, Félicité. On est parti de ce constat, seulement 13% des Français ont rempli des directives anticipées. C'est ces consignes qu'on donne à son médecin ou à sa famille pour dire si on veut ou non arrêter des traitements, si jamais on n'est plus en état d'exprimer son souhait. Et 13%, c'est très peu. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un manque d'informations sur la loi? C'est très probable, mais ça n'explique pas tout. Un sondage donne un autre chiffre qui est lui aussi assez parlant. 59% des Français ne se sentent tout simplement pas concernés par la fin de vie. Alors, on peut se dire que oui, penser à sa propre fin, sa propre mort, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, comme me l'a dit Sarah Piazza, qui est une psychologue qui travaille en réanimation et en soins palliatifs, pour vivre, il faut bien oublier au moins de temps en temps que la vie a une fin. C'est un peu le propre de l'être humain finalement. Et ben c'est pareil pour la fin de vie. Comme le dit Pierre Moulin, maître de conférences en psychologie sociale, à notre époque, la dépendance, c'est l'horreur absolue. Alors il ajoute que ce n'est pas la mort finalement qui fait peur, mais plus le fait de mourir qui est aujourd'hui assimilé à la souffrance, à la dégradation et à l'inutilité sociale. Mais il y a aussi, j'imagine, bien une question d'âge pour pouvoir réfléchir à ce genre de sujet, peut-être. Ah oui, c'est vrai que plus on avance dans l'âge, plus on va se poser la question. Comme me l'a souligné Pierre Moulin, il y a une certaine impréparation à la mort, ce qu'il appelle un impensé de la mort en France. Et il ajoute que la mort reste finalement assez théorique jusqu'à un certain âge. Tant que la question ne se pose pas, les jeunes ne se sentent pas concernés. On les comprend finalement. Certains peuvent d'ailleurs se sentir assez désemparés quand cette mort se manifeste, que ce soit dans leur famille ou chez leurs proches, parce que finalement il n'y a pas d'éducation à la mort. Alors, mais c'est pourtant une fin inévitable en même temps. C'est là tout le paradoxe. Et oui, tout le monde est concerné, bien sûr, et personne ne l'oublie vraiment totalement. Et d'ailleurs, les Français ne font pas vraiment l'autruche, en tout cas pas plus qu'ailleurs. Et pour preuve, le marché funéraire en France se porte plutôt bien. Il a même fait un bond de 50% en 10 ans. C'est la preuve que les gens préparent finalement leur mort, mais peut-être le plus tard possible. Et c'est le mot confiance qu'a utilisé Philippe Bataille pour expliquer ça, qui est un sociologue spécialiste de la question. Pour lui, il y a cette confiance envers notre médecin, envers la médecine ou envers nos proches. On fait confiance pour qu'ils prennent soin de nous jusqu'au bout et pour qu'ils respectent finalement nos volontés. Ça explique alors pourquoi on est si réticent à remplir ce petit bout de papier, ces directives en avance, qui en plus semblent un peu figer nos souhaits et nos désirs. Alors figer nos souhaits et nos désirs, pas vraiment, parce qu'en fait on peut changer d'avis, non ? Alors oui, c'est ça, on peut changer d'avis, et d'ailleurs ces directives anticipées ne sont pas gravées dans le marbre, mais c'est vrai que ça peut être difficile de se projeter si longtemps à l'avance. Notre vision est amenée à évoluer. C'est ce qu'a vu notamment Pierre Moulin, qui a accompagné des patients atteints du VIH. Plus la maladie avançait, plus ils ont repoussé les limites de ce qu'ils imaginaient à la base comme quelque chose d'insupportable. Donc c'est bien que plus on avance dans la maladie, plus on va pouvoir surmonter des choses qu'on pensait insurmontables. Et c'est ce que Philippe Bataille dit aussi, lorsqu'on donne des limites à son existence, parce qu'on a une maladie ou autre, quand on atteint ces limites, on les repousse encore. Voilà, m'a-t-il confié. Et finalement, c'est jusqu'à atteindre l'invivable. Et c'est là qu'intervient cette aide à mourir qui est débattue au Parlement en ce moment et qui promet notamment de nombreux remous sur les bancs de l'Assemblée, tant le sujet divise les politiques comme la société. Absolument, et c'est parti pour 2 semaines de débat d'ailleurs là-dessus. Alors vous le disiez tout à l'heure, seulement 13% des Français s'interrogent sur leur fin de vie. Est-ce que finalement le mot de la fin c'est que si aussi peu de Français s'y intéressent, c'est peut-être parce que c'est un truc de vieux pour eux? Alors oui, mais alors attention, c'est pas 13% s'intéressent à leur fin de vie, c'est seulement 13% ont rempli les directives anticipées, ce qui n'est pas tout à fait pareil parce qu'on peut aussi expliquer ça par le manque d'informations autour de ces directives. Absolument. Et oui, alors en effet, plus on va approcher
de la fin de vie, plus on va avoir des gens autour de nous qui sont concernés par des morts compliquées, des morts dans la souffrance, plus on va nous-mêmes s'intéresser pour notre propre fin, quoi. Et c'est à ce moment-là qu'on va potentiellement, oui, plus s'y intéresser et plus le communiquer à nos proches et au corps médical qui nous entoure. Eh bien, merci Cécile, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous puisqu'on se retrouve pour le débrief. C'est l'actu sur 20 minutes TV. À tout de suite.